Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez. Vous suivez maintenant le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce courrier des auditeurs qui vous est présenté aujourd'hui par Florian Dai et Valentin Floquet. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude, par l'actualité de la radio. Il y a quelques petites annonces à faire. Exactement, il y a plusieurs annonces. Il y a des concours un peu particuliers en ce moment. Déjà, on peut peut-être commencer par ça. On peut commencer par le concours RTI Podcast qui est en cours actuellement. Un concours qui est en cours, exactement. Oui, et RTI Podcast est un peu particulier puisqu'il y a quand même des beaux lots à gagner sur ce concours. Et il faut... Tu connais les règles ? Il faut répondre à un sondage qui est en ligne sur les podcasts de RTI, donc ça prend moins de 5 minutes. Donc c'est sur le site et puis vous allez voir là les modalités précises pour y participer, mais c'est rapide et il y a des chouettes cadeaux. J'ai vu un t-shirt qui est assez joli, je trouve. Oui, j'ai vu aussi, moi de mon côté, un beau sac, un parapluie, une gourde métallique réutilisable pour être un peu plus écologique dans sa consommation des boissons. C'est très pratique à Taïwan en tout cas. Je ne sais pas trop si en France cette mode est aussi répandue, mais parce qu'on consomme peut-être moins de boissons. Mais il y a ça, il y a aussi des jeux de cartes sur la thématique du ginseng. Il y a aussi une bougie parfumée, et toujours dans la thématique des boissons, il y a aussi un sac porte-gobelet ou encore un porte-monnaie. Voilà. Donc tous ces cadeaux seront tirés au sort et pour y participer, il faut répondre avant le 10 décembre au soir. Voilà, exactement, heure de Taïwan. Et la publication de la liste des gagnants, pour ceux qui y ont déjà participé peut-être, se fera le 12 décembre. Voilà. Et donc ça, c'était pour le premier concours. Le deuxième, c'est pas vraiment un concours, mais il faut envoyer 5 rapports d'écoute, donc des émissions que l'on fait au service français, entre aujourd'hui et la fin du mois de novembre, pour pouvoir gagner un fanion des 95 ans de la radio. Voilà, les fanions sont arrivés et donc on fait ce concours, ce challenge, on va dire. Envoyez-nous vos 5 rapports d'écoute avant la fin du mois et je crois que ce sont les 30 premières personnes. C'est ça, il y a 30 fanions qui pourront recevoir un fanion, donc dépêchez-vous. C'est vraiment en fonction d'un test de rapidité, on va dire comme ça, sur vos rapports d'écoute du mois de novembre, je pense. Oui. C'est ça. Et donc, si vous pouvez, dans le rapport d'écoute, indiquer que c'est pour gagner un fanion, ça nous facilitera la tâche. Voilà, pour trier aussi, c'est plus facile pour nous. Voilà. Donc ça, ce sont pour les concours spéciaux, donc le sondage podcast RTI et puis les 5 rapports d'écoute. Et à part ça, il y a encore les concours habituels, trimestriels et mensuels qu'on va vous rappeler. Valentin, est-ce que toi tu t'en rappelles ? Quels sont les concours ? Est-ce que j'ai me souvenir je me souviens... Non, là j'ai un trou de mémoire. Vas-y, rappelle-moi déjà si tu as le mensuel. Là j'ai le trimestriel. Le trimestriel, d'accord. Celui-là, ça fait un moment et je me souviens plus, c'est un rapport avec... Avec les vidéos de la chaîne YouTube, on vous demandait de citer 3 vidéos qui portent sur les cultures autochtones. Donc, faites attention, parmi les réponses qu'on a déjà eues, certaines sont des vidéos qui portent sur les cultures autochtones, mais pas toutes, puisque il y a des vidéos qui portent aussi sur l'actualité ou sur d'autres choses de la culture taïwanaise en général, mais pas autochtone. Donc, pour avoir une chance de gagner 4 baozi dans leur petit panier, eh bien, il faut bien trouver des vidéos sur les cultures autochtones et puis nous dire un peu laquelle vous avez préférée et pourquoi. Ça nous aide aussi après à mieux choisir comment est-ce qu'on va préparer les vidéos suivantes. D'accord. Et au niveau du mensuel, on est plus sur une question de... Eh bien, on va rester dans le domaine autochtone puisqu'on vous demande combien de balles de rotin ont été lancées lors du premier et du dernier jour de la cérémonie du Maliovok à Tuban. D'accord. Et donc, c'est assez particulier. Pour ça, il faut vous référer aux émissions spéciales que j'avais fait avec Lisa le 31 octobre et 7 novembre. Et puis, il y a aussi une vidéo qui est déjà sortie. Daniel Villon nous avait demandé justement une vidéo pour illustrer le premier programme
Et donc, elle est sortie lundi dernier. Voilà, ça a Mhm. pris un petit peu de temps parce qu'on avait beaucoup de choses à traiter. Mais ça y est, il y en a une première et puis il y en aura d'autres qui vont venir progressivement. Et pour cela, vous pouvez gagner 5 porte-clés grelots dorés. Donc 5 personnes vont gagner un porte-clés Voilà. en grelots donc de couleur dorée qui ressemble un petit peu aux balles qui sont lancées au festival, mais en plus petit avec un grelot dedans. D'accord. Et elles sont de couleur dorée aussi, les balles? Non, elles sont de couleur un peu brune parce que c'est Brune, fait avec des lianes de rotin en fait. Ouais, oui, c'est naturel, enfin, couleur naturelle. C'est ça, voilà. Ok. Voilà. Eh bien, Donc, à vos emails, à vos courriers aussi, vous pouvez toujours nous envoyer ça par courrier traditionnel, bien sûr, hein, par courrier postal. Mais voilà, allez, envoyez-nous vos suggestions, vos réponses, toujours selon les différents modes que vous préférez. Et nous faisons un récapitulatif pour faire ensuite des résultats. D'ailleurs, en parlant de résultats, en parlant de résultats, on s'est rendu compte qu'il était bien temps de vous annoncer les concours des résultats de juin et juillet, puisqu'on est déjà en novembre. Donc, on a attendu d'être sûr d'avoir reçu tous les courriers postaux. Et donc, en juin, la question était de citer 3 langues pour lesquelles RTI a une page Facebook, mais pas de diffusion radio régulière. Parmi les réponses, il y avait donc le cambodgien, le philippin, le malaisien, l'arabe, l'ukrainien et le birman. Et en cadeau, il y avait des supports de téléphone Fantasy en forme de chaise. Voilà. Et au niveau des gagnants, nous avons répertorié 4 personnes qui ont répondu correctement à ce concours. Christian Guibaudot, Farid Bouméchal, Villon Daniel et Jean-Michel Aubier. Il y avait 5 cadeaux à gagner, donc n'hésitez vraiment pas à participer parce que vous voyez, il y a certains mois où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et c'était peut-être un peu difficile à trouver pour celle-ci. Ça demande un peu de recherche. Elle n'était pas forcément évidente. Elle paraissait évidente, mais pas forcément évidente parce qu'il y a pas mal de langues qui font des fois des diffusions même ponctuelles. Et donc, celle-ci ne rentre pas dans le fait qu'elles sont uniquement sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et donc, ne s'inscrivez pas dans la liste des pays... des langues en question, voilà. Voilà, donc ça c'était pour le concours de juin, qui a donc 4 gagnants. Et le concours de juillet, on vous demandait quelle est la distance requise qui doit être laissée aux piétons pour passer un passage piéton avec un véhicule. Ouais, ça je connais. C'est quoi ? C'est 3 mètres. Exactement. Voilà. Et donc et en fait, même depuis, je crois, ils ont rénové un petit peu la règle puisqu'ils demandent de ne pas passer devant les passages piétons, devant les piétons quand ils traversent. La règle. Alors il y a eu une discussion à ce niveau-là, je sais plus où on en est maintenant, mais c'était il y avait la règle des 3 mètres, puis après ils sont revenus les gens ont demandé à ce que ce soit mieux organisé, donc c'était plus du tout passer devant un piéton quand il traversait. Et à 3 mètres quand on passe derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, je sais pas si ça a vraiment été réadapté, cette règle, mais voilà. C'est encore en discussion parce qu'il y a encore pas mal d'accidents aussi sur les passages piétons en général. Il y a une réforme en cours de toute façon au niveau du ministère des Transports qui devrait être ensuite proposée au Parlement bientôt. Voilà, donc ça se modifie, mais c'était 3 mètres. Voilà. Et il y avait 6 stylos à billes avec mine de précision à gagner, avec des décorations fantaisistes. Et nous avons eu 7 bonnes réponses, il me semble. Oui, exactement. Il y a donc eu 7 bonnes réponses et 6 gagnants, puisqu'il n'y a que 6 cadeaux. Et parmi les gagnants, il y a donc Daniel Villon, Jean-Michel Aubier, Maggie Roy, Christian Guibaudot, Georges Nicodème et enfin André Bio. Voilà donc pour les heureux gagnants et heureuses gagnantes du concours mensuel de juillet 2023.
Voilà pour les résultats et tout ce qui était question de concours et l'actualité de la radio. Vous verrez peut-être des changements dans le futur au niveau du site de la radio qui est en travail de reconstruction. On va changer d'hébergeur, etc. Il y a plein de choses qui sont en modification actuellement. Et il y a une charte graphique maintenant à la radio. Nous n'en parlons pas trop. On va pas trop vous détailler le détail de cette charte graphique car il y a beaucoup de travail à faire au niveau du changement graphique de toute notre que ce soit nos sites internet, etc. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait et quand tout cela sera prêt à être diffusé sur nos différentes plateformes et sur notre site internet, nous vous ferons l'annonce plus en détail sur toute cette modification de charte graphique. Pour l'instant, on y travaille. Voilà donc pour la partie actualité. Et nous allons maintenant passer à la réponse aux réponses d'ailleurs à vos questions, puisqu'on a eu pas mal de questions intéressantes d'ailleurs. J'aime beaucoup répondre aux questions parce qu'à chaque fois ça nous fait chercher des sujets sur lesquels on n'aurait pas forcément pensé ou on ne se serait pas forcément penché dessus. Et voilà, c'est toujours curieux et intéressant de voir ce qui vous intéresse aussi. Donc, je vais commencer peut-être par une question qui me semble un peu plus destinée à moi-même, puisque c'est vraiment les questions culinaires qui m'intéressent beaucoup. Et on parle ici, en fait, d'un article qui nous a été envoyé par Paul Jamet concernant un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps à Taïwan, qui s'appelle Made in Taiwan, qui est un livre qui a été coécrit par Clarissa Wei, qui est un peu une institution au niveau journalistique, au niveau des questions culinaires et identitaires de Taïwan, et Ivy Chen, si on le dit en anglais. Et donc elles ont coécrit un livre en anglais, ce qui est très intéressant encore plus, parce qu'il n'y a même pas d'équivalence en mandarin. Donc c'est vraiment, et qui essaie de vraiment de recadrer vraiment toute l'identité culinaire de Taïwan à travers ce livre qui s'appelle Made in Taiwan et qui est sorti à peu près le mois dernier à Taïwan. Je l'ai acheté en avant-première un petit peu au Westlight, je me souviens, il y a quelques mois, quelques semaines, j'en avais parlé lors d'un courrier des auditeurs. Et donc Paul Jamet nous demandait pourquoi Radio Taïwan International n'avait pas trop traité de ce sujet. Bon, déjà, j'en avais parlé à la sortie du livre dans un courrier des auditeurs. Dans un Non en parle à Taïwan, je crois, exactement. Et puis c'est les questions d'identité culinaire, ça a été quand même une émission pendant à peu près 3 ans que j'ai faite dans le On en parle à Taïwan, l'ancien format où on faisait des petites rubriques. Et donc l'histoire des saveurs taïwanaises s'intéressait quand même beaucoup, alors plus aux légendes liées aux saveurs à Taïwan, mais j'avais quand même essayé de conclure cette émission avec une interview de Clarissa Wei que je vous invite à réécouter. Si vous tapez Clarissa Wei dans l'outil de recherche du site, vous trouverez. On mettra le lien sur la page de ce courrier des auditeurs. Mais vraiment, ce sujet a été... J'ai pas mal parlé dessus. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une identité ou tu sais en quoi représente, on peut en reparler, même si j'ai déjà fait plusieurs fois, de cette identité culinaire taïwanaise particulière? Est-ce que toi, tu as une idée de comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait la particularité de la nourriture taïwanaise par rapport à la nourriture chinoise ou la nourriture japonaise, dont la plupart des plats taïwanais sont inspirés? J'aurais du mal à le décrire. Je veux dire, dans ma tête, c'est clair que c'est assez différent quand même. Mm-hmm. Même s'il y a de l'inspiration, il y a des éléments qu'on retrouve, ça reste quand même distinct pour moi. Mais... Voilà. Alors, je vais te donner des éléments de réponse. La première chose, c'est que en fait, alors 90%, 95% des plats taïwanais existent sous le même nom ou sous des noms extrêmement similaires, avec très peu d'ingrédients qui changent. En tout cas, les ingrédients qui font la particularité de chaque plat, qui existent dans d'autres pays. Et dont les recettes sont souvent originaires d'autres pays. Hein. Alors ça peut être des influences Hakka pour certains plats, des influences de la région nord du Guangdong, sud du Fujian, mais peut-être un petit peu du Jiangxi aussi par là. Il y a bien sûr des influences plus du nord-ouest de la Chine, on parle du Shanxi, du Shanxi aussi, tout ce qui est type de nouilles, aussi du Shandong, beaucoup de spécialités du Shandong à Taïwan qui sont retranscrites à Taïwan, mais tout est un peu différent dans le sens où
Qu'est-ce qui diffère beaucoup? C'est les matières premières, hein. C'est le sucre, le sel, tout cela sont des produits de Taïwan et donc rien que cela change totalement la saveur donnée au plat, puisque rien que il faut savoir qu'en cuisine chinoise, il faut toujours avoir les 5 condiments de base. Alors, je me souviens plus, il y a le sucre, le sel, l'huile, etc. Voilà. Je me souviens plus, je crois qu'il y a sauce soja aussi, hein, normalement, pour les plats salés en tout cas. Et donc dans les sucres, par exemple, c'est ce que j'avais demandé, ce qu'elle avait précisé, Clarissa Wei, lors de l'interview, le sucre, à Taïwan, ils utilisent le sucre roux. Alors que dans la cuisine traditionnelle chinoise, ça a toujours été le sucre cristal qui est utilisé. Et ça donne des saveurs totalement différentes. On peut s'imaginer que le sucre roux est quand même beaucoup plus parfumé en saveur, alors que l'autre va donner vraiment juste une valeur sucre de base. Et tout est comme ça en fait. La sauce soja, pareil, hein, la façon de faire de Taïwan est beaucoup plus proche du Japon, mais aussi avec des particularités en fonction des variétés de soja qui poussent à Taïwan, etc. Et tout est comme ça en fait. Même le riz, il est différent. Le riz, aussi. voilà, ça fait partie, mais c'est vraiment les matières de base. Donc ça change totalement au final la saveur d'un plat sur le long terme dans tout ce qui est culinaire. Et on peut le décliner pour plein d'autres saveurs, pour plein d'autres spécialités culinaires. Par exemple, le fait qu'on utilise du bœuf importé la plupart du temps change aussi tout ce qui est à base de bœuf à Taïwan, parce que ce sont pas des variétés forcément chinoises de bœuf, etc. Donc ça change beaucoup les plats. Et après, c'est aussi le multiculturalisme d'origine de Taïwan dans sa consommation culinaire et gastronomique. Quand je pense au petit déjeuner, bien sûr, il y a les façons chinoises de faire, mais je pense qu'il y a autant de Taïwanais qui mangent les petits déjeuners à l'américaine que les petits déjeuners à l'occidental que les petits déjeuners à la chinoise. Oui, ça reste... il y a beaucoup de choses à base d'œufs, mais il y a autant, c'est ça, les dumpling, les sortes de petites galettes, que des sandwichs ou même des hamburgers. Voilà. Et je pense plus là en termes d'établissement, puisqu'il y a des établissements à l'occidental, même s'il y a des galettes chinoises et des produits chinois dedans, les gens vont autant dans ce genre d'établissement que dans les établissements un peu plus traditionnels, les restaurants de dojiang, de lait de soja, avec des baozi, des brioches ou des choses comme ça. Et encore une fois, même la farce est un peu différente, puisqu'on utilise des produits aussi plus présents à Taïwan, que ce soit les choux, etc. Il y a des variétés qui poussent pas exactement de la même manière qu'en Chine. Et donc voilà, tout ça est développé justement dans ce grand livre qui est Made in Taiwan. J'en avais fait un On en parle à Taïwan, dont on avait bien développé quand même la question déjà. Ça, plus l'interview qui était en amont de ce livre, qui était en préparation à l'époque, je pense que voilà, on en avait bien parlé, mais vraiment, si vous voulez vraiment vous intéresser à ce livre Made in Taiwan, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Je pense qu'il n'y a rien d'égalé au niveau de la question de l'identité culinaire taïwanaise, que ce soit en chinois ou en anglais, sur la question. Et donc de plus, comme c'est en anglais, c'est encore plus accessible internationalement. Et je pense qu'il y a plus de nos auditeurs qui pourront avoir accès à ce livre qui, en plus, présente plein de recettes et qui est donc très intéressant. Et puis des belles photos aussi, il me semble. Ah oui, les photos sont magnifiques, oui, bien sûr. Voilà. Donc, on remercie Paul Jamet pour cette question. Oui. Ensuite, je voulais répondre à une question de Mustapha Bari sur la position actuelle de Taïwan à l'égard de la question palestinienne. Il demandait donc quelle est l'évolution de cette position depuis les années 40 et en quelle année Taïwan a-t-il reconnu l'État d'Israël. Alors, c'est une question vaste et très intéressante. Actuellement, Israël ne reconnaît pas Taïwan, il n'y a pas de relation diplomatique du fait de la position de Taïwan. En fait, c'est pas de la position d'Israël, mais du fait que Taïwan ne soit pas reconnu. Il y a un bureau culturel et économique d'Israël à Taipei et l'équivalent comme bureau de représentation de Taipei à Tel Aviv. Les deux ont été établis en 1993, donc il y a 30 ans de cela.
avec surtout des coopérations dans les domaines scientifiques, commercial et de l'industrie. Donc ça, c'est pour la relation actuelle, disons, entre Taïwan et Israël. Il y a ces coopérations qui existent sans reconnaissance officielle parce que Israël a des liens avec la Chine continentale, la République populaire de Chine. Oui, je peux donner un exemple. Par exemple, je crois 70% du parc automobile électrique en Israël sont des voitures chinoises, par exemple. Voilà, pour donner des exemples concrets. Mais pour reprendre un petit peu plus loin dans l'histoire, en fait, la Chine nationaliste, alors quand elle était sur le continent entre 1912 et 1949, avait depuis le début une position de soutien par rapport au sionisme. Elle a reconnu officiellement Israël en 1949. Elle a voté pour l'acceptation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU en tant qu'État membre. Et Israël avait un consul en Chine. Et puis après, du fait de la guerre civile chinoise, le gouvernement est donc venu à Taïwan. Et en janvier 1950, Israël a reconnu la République populaire de Chine et donc a rompu ses liens avec Taïwan, puisque d'un point de vue très pragmatique, c'est le gouvernement qui contrôle de fait la Chine continentale. D'accord. C'est assez tôt, non ? C'est très très tôt, oui. Ouais, c'est plutôt que même la plupart des pays occidentaux, j'ai l'impression. Oui, Israël a été un des premiers pays à reconnaître le gouvernement de Mao à ce moment-là. Mais comme la Chine soutient les pays arabes, en fait, il n'y a pas eu d'établissement de relations diplomatiques officielles entre la Chine et Israël jusqu'en 1992. D'accord. Donc ça a vraiment pris du temps. Et en fait, Taïwan et Israël restent proches puisque les deux ont des très bonnes relations avec un autre pays qui est... les États-Unis. Bien sûr. Oui. Bonne réponse. J'ai eu un trou de mémoire, j'ai fait qui ah oui, non, mais c'est les États-Unis, bien sûr. Voilà, en fait, puisque y a Taïwan est très très proche des États-Unis et a vraiment besoin du soutien des États-Unis pour contrer un peu la menace chinoise. Et Israël est aussi proche des États-Unis. Donc Israël et Taïwan gardent de fait des liens proches dans ce sens politique ou en tout cas une forme de bienveillance l'un envers l'autre du fait de la présence des États-Unis et du lien de chacun envers les États-Unis. Et on peut dire même qu'il y a eu récemment, on a pas mal d'articles qui vont dans le sens du fait que les relations entre Israël et Taïwan se rapprochent plutôt dans le même sens, toujours suivant un peu la tendance américaine avec Taïwan. Voilà, donc des liens économiques. Voilà, des liens économiques, même culturels, je crois, maintenant. Culturels aussi. Des liens militaires, puisqu'il y a des ventes d'armes entre Israël et Taïwan depuis 1975. C'est arrivé que les États-Unis refusent de vendre des armes du fait de la pression chinoise à Taïwan, mais que du coup, ça passe un peu à travers Israël pour que la technologie des États-Unis arrive à Taïwan à travers Israël. Donc, c'est assez curieux. Israël aide aussi Taïwan dans l'observation de la Chine, surtout d'un point de vue militaire. Donc, il y a des coopérations comme ça qui se font du fait d'amis et d'ennemis communs, disons. Oui. Après, l'ambiguïté d'Israël en Asie est assez particulière aussi. C'est pas forcément une position qu'on conçoit beaucoup en Occident en général. Et c'est un cas vraiment à étudier en profondeur. On va pas pouvoir le traiter aujourd'hui parce que ça mériterait une émission plus profonde. C'est très spécifique et il faut faire beaucoup de recherches en géopolitique sur Israël et son influence dans les relations entre l'Occident et l'Orient. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai pas les connaissances personnelles pour vous le dire, mais j'aimerais bien inviter quelqu'un pour en parler. En fait, en cherchant ça, je me suis dit ce serait bien de trouver quelqu'un qui puisse nous en parler plus en profondeur, mais donc à suivre plus tard. Un dernier mot sur la réaction de Taïwan par rapport à ce qui s'est passé récemment entre Israël et puis Palestine, ou surtout le Hamas. Oui. Juste avant, il y avait une expo Taïwan-Israël au Chiang Kai-shek Memorial Hall entre janvier et mars de cette année pour les 30 ans
d'établissement des bureaux de représentation. Donc, c'était déjà sur une vague plutôt positive. Et le 7 octobre, Tsai Ing-wen a annoncé tout de suite son soutien à Israël après l'attaque du Hamas dans un tweet. Donc, je la cite en anglais, puisque ce message était en anglais. Elle dit « On behalf of the people and government of Taiwan, I express my deepest condolences to all those who have been injured or lost loved ones in Hamas attack on Israel and Israeli civilians. » Donc, elle exprime ses condoléances et son soutien pour Israël et les civils d'Israël qui ont été blessés ou perdu des vies lors de l'attaque du Hamas. Et donc Lai Ching-te a aussi exprimé son soutien à Israël. Par contre, il n'y a rien eu, ou j'ai rien entendu de soutien à la Palestine. Ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux par les partis d'opposition, par aussi beaucoup d'internautes qui ont dit que le silence sur la Palestine était peu à propos en lien avec la position de Taïwan par rapport à la Chine, et que Taïwan avait quand même une position, aurait dû avoir une position peut-être un peu plus nuancée, plus nuancée et plus comment dire, avec plus de compassion pour la pas de compassion mais d'exprimer aussi ses condoléances aux civils de Palestine qui sont blessés par les attaques d'Israël, parce que je crois que c'est à peu près 10 fois plus en termes de décès qu'il y a eu depuis début octobre. Alors effectivement, on peut condamner à la fois l'attaque du Hamas et le fait que Israël touche aussi beaucoup de civils en Palestine et coupe l'eau et l'électricité. Enfin, c'est pas contradictoire. Et demander la paix et un cessez-le-feu des deux côtés, c'est pas impossible non plus. Et je pense que Tsai Ing-wen aurait après, tout à fait... Voilà, je pense après... Bon, là, ça va être une analyse très personnelle, mais par rapport à ça, je pense que les capacités diplomatiques de Taïwan n'arrivent pas à un tel niveau. Désolé de dire ça comme ça, mais je pense que... c'est... d'expérience des déclarations qu'on a de Taïwan, c'est très unilatéral en général, on va dire ça comme ça. Peu importe les sujets. Hein. Donc la position du gouvernement est très partielle en tout cas. Ouais. Et au niveau de la société civile taïwanaise, il y a des organisations de jeunes qui sont plutôt déjà engagés de base, internationaux, qui ont organisé des rencontres, des discussions, pique-niques, plutôt de manière ouverte pour expliquer le contexte, parce qu'il y a un très grand manque de connaissances historiques de la part des Taïwanais et Taïwanaises sur tout ce qui se passe autour d'Israël et de la Palestine. Mm-hmm. Donc voilà, on sait qu'il y a eu cette attaque le 7 octobre, mais on ne sait pas trop tout ce qui s'est passé avant. Et donc ça, c'est... des gens essayent de s'organiser pour faire entendre ces voix-là. Et puis, effectivement, il y a le lien Taïwan-États-Unis qui fait que Taïwan n'a pas envie de froisser les États-Unis. Et donc, il y a assez peu de soutien, en général, de la part de Taïwan pour la Palestine. Il y a une mosquée qui avait fait aussi une récolte de fonds ou de dons. Il n'y avait pas eu des histoires là-dessus, d'ailleurs, au niveau... il n'y avait pas eu des conflits, des bagarres ou des choses comme ça autour. J'ai pas trop suivi non plus. J'ai vu des choses passer sur les réseaux sociaux, j'ai pas le détail, mais je me souviens qu'il y a eu des petites frictions, on va dire, plutôt importantes pour Taïwan en général, au niveau de cette action-là. Enfin voilà, donc on remercie Mustapha Bari pour cette question très intéressante et qui mériterait encore plus d'explications que ce qu'on vous a donné ici. Mais nous arrivons déjà au terme de ce courrier des auditeurs. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. C'était Florian Dai et Valentin Floquet.